Nous allons traiter dans cet épisode de la revendication bretonne, de ses origines jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Un creuset d'idées, mais qui, avouons-le, n'aura guère d'impact à cette période. Du rattachement de la Bretagne à la France, en 1532, jusqu'au milieu du XIXe, on ne peut pas dire qu'il y ait eu véritablement de contestation. Quelques historiens, comme d'Argentré, critiquent ce rattachement. On retrouve une mention dans le Code paysan, ainsi qu'une autre mention dans la chanson du papier timbré, mais c'est tout. Et c'est peu. 3 raisons peuvent l'expliquer. La noblesse, et surtout la grande noblesse, sont favorables à ce rattachement et elles y trouvent parti. La seconde, c'est que même si la Bretagne est beaucoup moins isolée que ce que l'on a dit, il n'empêche que le cadre de vie reste la paroisse. L'évêché au mieux, mais l'idée d'une entité bretonne n'existe pas dans le peuple. Enfin, rappelons que la Bretagne est une province plutôt privilégiée. Le Parlement, les États et certaines exemptions d'impôts comme la gabelle font qu'il y a moins de contestations probablement que dans certaines autres provinces du Royaume de France. Et c'est significatif que ce soit l'abbé Maury, représentant du clergé aux États généraux, qui déclare ceci. Tous les engagements des contrats sont réciproques. Il est donc démontré, et je ne crains pas de le publier en présence des représentants de la nation française, que la Bretagne est libre, et que nous n'avons plus aucun droit sur cette province si nous ne voulons pas remplir fidèlement les conditions du traité qui l'a réunie à la couronne. Le tournant arrive au XIXe siècle sous l'effet de 3 facteurs principaux. 1. L'émergence du celtisme. 2. Les conséquences de la Révolution, la centralisation, la lutte contre les langues régionales, et enfin, 3e facteur, une situation économique moins favorable. Des intellectuels, car à l'origine, ce mouvement n'est porté que par des intellectuels, vont s'intéresser aux spécificités de la Bretagne et, petit à petit, vont vouloir les défendre de l'emprise française qui se fait plus forte, plus insistante. Ce sera le début de l'Emsao. Le celtisme est à la mode, surtout depuis les récits d'Ossian de Macpherson. La France, sonnée par la Révolution, cherche une nouvelle cohésion nationale. Les Celtes, forts, courageux, leurs valeurs ou prétendues telles, peuvent incarner ce nouvel idéal. L'Académie, créée par des hommes comme Cambry, Le Gonidec, Le Brigand, va d'abord rechercher toutes les sources de cette civilisation. Il ne s'agit pas d'un mouvement contestataire, mais il donnera des arguments par la suite à ceux qui verront dans les Bretons les descendants des Celtes, ou tout au moins qui penseront voir dans les Bretons les descendants des Celtes. Ces buts, au départ, sont uniquement économiques, mais très vite, elles se tournent vers la recherche historique. Une bonne part de ses membres fait partie de la noblesse ou est issue du clergé. La noblesse, laminée par la Révolution, veut retrouver son importance. Repliée sur ses terres, elle va se consacrer au développement économique et surtout agricole. Elle va chercher à magnifier son rôle dans l'histoire de la Bretagne en tant que protectrice de cette Bretagne mythique. D'ailleurs,
On parle même d'un royaume breton qui aurait existé avant le royaume de France. Ils veulent retrouver ce rôle de protecteur du peuple, favorisant la langue, le costume, la religion, ce qui leur permettra d'éloigner ce peuple des idées nouvelles. Mais c'est aussi une opposition à la bourgeoisie qui se pose en concurrente de la noblesse. La noblesse, le bloc rural, va donc s'opposer au bloc urbain pour diriger cette province. On retrouve ces idées dans un extrait de La Ville marquée, extrait du Barzaz Braise, et qui donne ces idées que s'attribuait une partie de la noblesse. Il déclare ceci. Toujours sa foi nationale s'unit à sa foi religieuse. Il est invariable dans son amour des lois, son indépendance, sa bravoure, son attachement au fils des anciens chefs de race, et aussi dans son antipathie violente pour les étrangers. Ceux-ci, vipères écloses du nid de la colombe, sont venus habiter ces villes. Ils l'oppriment, ils violent ses coutumes nationales. L'aboutissement de ce travail d'historien, comme Pitre Chevalier, de Courson, Kerviller, sera la déclaration faite par La Borderie lors de son premier cours d'histoire bretonne donné à la faculté de Rennes. Il dit ceci. La Bretagne est mieux qu'une province. Elle est un peuple, une nation véritable et une société à part. Non pas, grâce à Dieu, étrangère à la nation, à la société française, mais du moins parfaitement distincte dans ses origines, parfaitement originale dans ses éléments constitutifs. Des Bretons vont adhérer au renouveau druidique gallois. De La Ville marquée, Luzel organiseront ainsi en 1867 le deuxième congrès celtique. Les débuts de l'interceltisme en quelque sorte. Dans son manifeste de création, cette association réclame le droit à une vie régionale, mais critique aussi les effets de la centralisation française. Parmi les fondateurs, on trouve des intellectuels comme Le Braz, Le Goffik, Vallée, mais indéniablement, c'est le bloc rural qui domine cette nouvelle association. En 1902, le marquis de l'Estourbéillon, député royaliste du Morbihan, devient président de cette association. Il le restera jusqu'en 1946. L'URB est un regroupement de notables. C'est un jalon dans la revendication bretonne, mais il tient un double discours. Nous ne faisons pas de politique, dit l'Estourbéillon. Cependant, il faut protéger le peuple des nouveaux barbares, les socialistes, donc l'isoler avec la langue, le costume, les traditions. Ce qui fait qu'on ne voit pas obligatoirement d'un mauvais œil une certaine forme d'émigration. Ce sont les pauvres qui s'en vont, ce sont les plus contestataires. En fait, l'URB veut mener le peuple, mais celui-ci n'est pas obligatoirement d'accord avec ses idées. Il y a donc un décalage. En 1903, au congrès de l'Esnevin, le Brogose est choisi comme hymne breton. Cependant, une partie des membres de l'URB ne se satisfait pas de ce côté passéiste, traditionnaliste, conservateur de l'URB. Ils décident donc de quitter le mouvement et fondent une nouvelle association. La Fédération régionaliste de Bretagne ne compte au départ qu'une centaine de membres. Parmi ceux-ci, Jean Cholot, industriel vitréen, Maurice Duhamel, musicien, Émile Masson, le socialiste,
François Vallée, le linguiste, Loïs Herrieux et, notons-le aussi, Pierre Mokaer, qui sera plus tard l'un des membres fondateurs de Kendar. C'est donc le bloc urbain de l'URB qui crée la Fédération régionaliste de Bretagne. Quels sont les souhaits de la FRB ? Une défense active de la langue bretonne, un développement économique plus appuyé et une réelle décentralisation. Mais la FRB déclinera rapidement, même si sa revue Le Réveil breton continuera de paraître jusqu'en 1929. Ses membres sont favorables aux idées républicaines. Cependant, certains trouvent que l'on ne va pas encore assez loin. Ils décident alors de fonder un nouveau parti, le Parti nationaliste breton, qui réclame simplement l'indépendance de la Bretagne. À l'origine, c'est un groupuscule, fondé par le poète Camille Le Mercier d'Hermes, par Louis-Napoléon Leroux, par Paul Suliac, entre autres. Et leur première manifestation véritable est lors de l'inauguration du monument de la honte à Rennes. Monument de la honte, ainsi appelé parce qu'on y voit sur la sculpture de Jean Boucher la reine Anne agenouillée aux pieds du roi de France. Et cela, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas le tolérer. Pendant le discours d'Anatole Lebras, ils vont donc manifester en sifflant, en criant. Camille Le Mercier d'Hermes sera arrêté et emprisonné pour une journée, avec une amende de 2 francs. Heureuse époque. Ils réfutent le régionalisme. La Bretagne, selon eux, est une nation qui doit devenir indépendante et il faut pour cela s'appuyer sur la langue et l'histoire. La Première Guerre mondiale apporte un bouleversement énorme dans le monde. Et bien sûr, la Bretagne n'y échappe pas. En plus du nombre de tués, de 120 000 à 130 000 environ, elle provoque un désintérêt croissant pour la langue et les traditions de Bretagne. Ce fait était déjà bien préparé par l'école républicaine. De même, la guerre va générer chez certains jeunes, trop jeunes pour avoir pu y participer, un sentiment de frustration, de manque, qu'ils vont essayer de combler par un engagement extrémiste. Citons dans ce cas Mordrel, de Beauvais, Lenné, voire même Fouéré. Autre événement essentiel durant cette guerre, le soulèvement irlandais de 1916. Ce soulèvement va devenir mythique pour de nombreux Bretons qui verront dans le sacrifice des insurgés et dans la guerre contre les Anglais qui y fera suite, un modèle pour la Bretagne, un modèle pour les militants indépendantistes. De même, le marquis de l'Estorbeillon, en 1919, à la conférence de la paix, présente un placet pour que soit reconnu le droit imprescriptible des peuples de parler et d'enseigner leur langue. Inutile de dire que la France fera tout pour que ce placet ne soit pas suivi des faits. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la contestation bretonne reste timorée, timide. En fait, il s'agit plus d'un éveil, d'une prise de conscience progressive des problèmes de la Bretagne. Mais ce mouvement ne pouvait apporter de solution tant il était divisé. Comme nous l'avons montré, bloc rural, bloc urbain, noblesse, bourgeoisie, fédéraliste, régionaliste, nationaliste, républicain, royaliste, les divisions, vous disais-je, étaient très nombreuses. La suite
de l'histoire du mouvement breton sera présenté dans un second opus. Mais n'oubliez pas qu'il y a une 50aine de vidéos qui traitent tous les aspects de la culture bretonne que vous pourrez retrouver sur mooc.bcnh.